Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. On est ensemble. Oh là là, si vous saviez l'excitation de tout le monde dans la station. Et oui, on reçoit une légende du foot, Didier Roustan. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, c'est un plaisir. On est ravis, moi quand j'ai vu que ce livre paraissait, Puzzle de Didier Roustan, donc chez Marabout, ça m'a rappelé plein de souvenirs, même si je suis pas une super fan de foot, mais vous avez traversé notre vie, vous avez été, vous le dites dans la préface du livre, présentateur, commentateur de match, réalisateur de documentaires, vous avez une personnalité qui ne laisse pas indifférent, et vous avez traversé toute une série d'aventures que vous racontez dans ce livre façon puzzle, justement, parce que ce n'est pas chronologique, ce sont des chapitres qu'on peut lire dans le désordre, qui s'intéressent à des personnalités qu'on connaît, comme Bernard Tapie, vous parlez de Michel Hidalgo, mais aussi parfois des coulisses de certains événements, et on va en reparler avec vous. C'est un livre qui paraît chez Marabout, qui est assez imposant, il fait 431 pages. 431 pages, donc, mais c'est écrit comme vous parlez, ça se lit, mais vraiment de façon extrêmement agréable. Oui, je disais que quand on lisait le livre, on entendait sa voix, en fait. Absolument. On avait l'impression que vous étiez... Absolument. Vous la regardez, la télé ? Alors vous y êtes, vous êtes sur l'équipe, vous êtes président à vie, c'est ce que vous dites. Ils m'ont qualifié de la sorte, avec une certaine forme de tendresse. Président à vie de l'équipe si je la regarde... plus des documentaires. Je suis l'information. Souvent, je dis que je la fais. Enfin, je la fais à mon petit niveau, quoi. Plus que de la regarder, en fait. Et vous regardez pas Téléfoot ? Ah non. Téléfoot, ça a été une histoire d'amour parce que j'ai grandi avec Téléfoot. Je suis arrivé à TF1 en 76. Téléfoot est né en septembre 77. Et c'est là où j'ai appris mon métier, où je me suis réalisé, entre guillemets. Je l'ai quitté en 89. Donc ça a fait 12 ans, j'ai fait 13 ans de TF1, 12 ans de Téléfoot. Et à partir du moment où je suis parti, ça a été une rupture assez violente, même si c'était mon choix, mais j'étais plus en accord avec les gens qui arrivaient, notamment de chez Bouygues, etc. Et je n'ai plus jamais regardé Téléfoot, sauf un seul, où Bernard Tapie était invité 2 à 3 semaines après mon départ, et je voulais voir comment ça allait se passer, et c'était assez cocasse, parce que Tapie avait des actions à TF1, et si je suis parti de TF1 et de Téléfoot, il a une part de responsabilité, parce que Tapie, il voulait qu'on soit à sa botte, et je ne l'étais pas. Ça veut dire que les autres l'étaient ? Oui. Tout à fait. Je peux vous le dire. Il l'était. Et pour vous donner un exemple, je regarde ce Téléfoot, et Tapie, il était fait en direct de Marseille, il était au Vélodrome avec Thierry Roland sur la pelouse, est omniprésent, on ne voit que lui. Et pas trop les résumés de match, les reportages comme d'habitude, quoi. Qui soit le fil conducteur, c'est normal, mais il était en permanence. Et le lendemain, j'ai appelé celui qui était mon assistant réalisateur 2 semaines encore auparavant, François-Charles Bidot, mais je lui dis, mais pourquoi on a vu que Tapie, c'est pas possible? Il me dit, mais Tapie, c'est très simple. Il regardait le conducteur que lui filait Thierry Roland, tu lui as dit, passe-moi le conducteur. Non. Ça, on s'en fout de ça. Non, vire-le. Et Thierry, qui était pas, il avait d'autres qualités, mais il n'avait pas celle d'affronter de se confronter certaines situations où, il était un peu dans le compromis et il n'osait pas. Et donc Tapie a fait son one-man show, quoi. Mais c'est loin tout ça maintenant. Oui, c'est loin. Téléfoot a changé, les équipes ont changé. Oui, mais la télé a changé aussi, et Téléfoot était une émission majeure dans le paysage audiovisuel. À l'époque, en 77, il y a 3 chaînes. Je dis même 2 chaînes et demie, parce que FR3, c'est bon, voilà. Même ça, à 8 heures, on doit couper les feux ou quelque chose dans le genre. Et ça veut dire que c'est la première émission de football, et il n'y a que 3 chaînes. Donc, c'est énorme, quoi. Maintenant, je mets pas en cause les responsables ou présentateurs de Téléfoot qui sont des bons professionnels, mais c'est une émission de plus qui arrive un peu après tout le monde, qui est un peu une émission propagande, le mot est trop fort, mais ils ont leur produit, TF1. L'équipe de France est un produit, voilà. Donc, ils vont interviewer des joueurs de l'équipe de France,
France, qui se trouvent par-ci, par-là, en Europe. Ils font parfois des reportages qui sont sympathiques, mais ça n'a plus... Voilà, on peut vivre maintenant sans regarder Téléfoot. Alors qu'à l'époque, les gens qui aimaient le football, c'était une classe obligée, quoi. L'émission incontournable, avec Stade 2. Même Renaud l'a chanté, voilà, ça dépassait le cadre du foot, presque. Allez, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il y a beaucoup de football dans mon zapping. Oui, évidemment. Mais on va commencer par l'actualité. Hier soir, Raquel Garrido, après avoir été sanctionnée par la France Insoumise, a pris la parole dans C'est à vous et elle a reproché l'opacité de la décision et sa sévérité. C'était donc dans C'est à vous hier soir. Normalement, c'est le groupe qui a le pouvoir de sanction. C'est comme ça que ça s'est passé pour Adrien Quatennens. Pour Adrien Quatennens, le groupe a délibéré de longues heures, même de plusieurs journées, pour arriver à cette sanction de 4 mois d'exclusion. Et là, le bureau refuse de transmettre au groupe les éléments factuels qui fondent ma sanction, qui, au demeurant, et vous l'avez remarqué, est de la même durée. 4 mois que celle d'Adrien Quatennens. Et ça, je le prends comme une infamie supplémentaire parce que c'est extrêmement sévère. Vous savez, la session parlementaire, c'est 8 mois. 8 mois et demi. Donc c'est plus là, on est en train de m'enlever la moitié de la session parlementaire ordinaire. Et pourquoi ? Parce que, soi-disant, j'aurais menti. Voilà, interview assez longue et joli scoop de C'est à vous d'avoir Raquel Garrido. C'était la rencontre à suivre, Valérie. Vous l'avez regardé, j'en suis sûr. Le PSG rencontrait le Milan AC dans le cadre de l'Europa League. Un PSG qui a été sacrifié. La Ligue des Champions, c'était l'Europa League. C'est l'Europa League, la Ligue des Champions. Non, c'est pas la même chose. Ah non, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Oui, on vient de me dire dans l'oreillette. Bon, bref. Le PSG rencontrait le Milan AC. Un PSG qui a été sacrifié, oui, j'étais pris à mon propre jeu, a été sacrifié non pas par un Italien, mais par un Français, Olivier Giroud, qui a mis le but fatal. C'était sur RMC Sport et Canal+. Il a joué le ballon avec, attention, Raël et Aoué aussi. Olivier Giroud est là. Olivier Giroud, l'éternel Olivier Giroud fait chavirer San Siro de bonheur. Quel but d'Olivier Giroud, son premier en Ligue des Champions cette saison. Écoutez le stade. Ça vous manque pas le commentaire quand vous entendez les commentaires comme ça ? Non, j'en ai tellement fait. Et puis, il faut savoir que je fais 2 commentaires par semaine sur TV5 Monde. Je commente chaque match de Ligue 1 du vendredi, ainsi que celui du dimanche. Alors, ça passe dans le monde entier, TV5 Monde, c'est le principe. Ça passe pas en France et pas en Europe. Donc, les gens ont l'impression que je commente plus. Mais j'en commente 2 par semaine. Donc, à l'arrivée, ça en fait 70 par an. Et là, samedi dernier, j'ai commenté la finale de la Copa Libertadores, qui est l'équivalent de la finale de la Ligue des Champions pour l'Europe, mais en Amérique du Sud, entre Fluminense et Boca Juniors, et je commente pour la chaîne L'Équipe les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Am Sud, avec l'Argentine, le Brésil. Là, je vais commenter prochainement Argentine-Uruguay. Donc, je les commente, mais c'est pas des matchs phares comme le PSG, par exemple, ou des choses comme ça. Ça vous fait vibrer toujours autant ? C'est toujours votre passion ? C'est différent, je suis devenu plus épicurien. Déjà, je suis dans le rôle du numéro 2. Vous savez, il y a le 1 qui hurle, et le 2 qui dit, bon, là, il a tiré un extérieur du pied, il faudrait peut-être aller à gauche, etc. Donc, avec l'âge, c'est plus de bon âge de hurler. Encore que, parfois, je peux monter aussi dans les aigus, parce que la passion est là, mais elle est différente. Et qui est le meilleur commentateur aujourd'hui ? Moi, j'aime bien Omar Da Fonseca parce que, alors lui, il est dans le rôle numéro 2, parce qu'il respire le foot et il a quelque chose qui est, il dépasse le cadre, il peut chanter à l'antenne, ce que j'aime bien et que je fais aussi allègrement. D'être un peu plus dans la fantaisie. Oui, et dans l'absurde aussi, puisqu'il est d'origine argentine. Et il y a ce duo fabuleux que vous aviez avec Eric Cantona. Vous en parlez, c'est votre copain. Dans Clic sur Canal+, le comique marseillais Redouane Bougueraba exprimait sa colère contre le caillassage du bus lyonnais. Pour lui, ce ne sont pas des vrais supporters. C'est pas Marseille, ça. Ça ne représente pas les 99,9999 supporters marseillais qui sont venus justement pour célébrer. C'est que les supporters avaient fait des tifos. C'était une grande fête. On voulait se retrouver face à Lyon, justement, pour un bon match. Et voilà, t'as toujours 2-3 cons qui font n'importe quoi, qui ont besoin d'exister.
tu peux pas. Hein. On en parlera après la plume sur la violence et les supporters. On va avancer. Ce drame, Valérie, je ne sais pas si vous avez suivi hier, qu'a raconté Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Qualifié pour la Coupe du Monde, l'équipe de France de football de petite taille n'a pas eu assez d'argent pour pouvoir partir, malgré une cagnotte mise en place. Ils ont eu que des petits dons. L'équipe de France de football de petite taille ne pourra pas participer à la... Alors, elle est réservée aux joueurs de moins d'1m49. Coupe du Monde. C'est quoi cette vanne? Non, c'est pas du tout une vanne. Elle pourra finalement pas y participer à cause d'un manque de soutien financier, Moshkin. Est-ce qu'on peut pas les aider? L'équipe de France de petite taille, en plus, ils jouent hyper bien et ils s'étaient qualifiés pour la Coupe du Monde, malheureusement. On va voir ce qu'on peut faire et de combien ils ont besoin. Ça a commencé hier. Ils ont besoin de beaucoup. Ils ont eu que 200 € jusqu'à présent. Et il fallait 17 000 €. Vous êtes des bâtards. Ça démarrait le 6 novembre. Ils n'ont pas pu trouver de sponsor. Pourtant, la Fédération internationale payait tout sauf l'avion. Il manquait 17 000 € pour qu'ils puissent jouer. Quand on voit l'argent qui est dans le football, 17 000 €, c'est ridicule. Ça veut dire que la Fédération française de football peut tout de suite prendre son chéquier et faire 17 000 €. Ils ne sont pas adhérents à la Fédération. Enfin, non, mais ils peuvent faire un geste parce que c'est du football, même s'ils ne sont pas adhérents. Et puis, bon, les joueurs sont des milliardaires. Il suffit qu'un joueur, on sensibilise un peu au problème, n'importe qui, il fera le chèque de 17 000 €. Vous étiez au courant de cette compétition? Oui, j'étais au courant. Oui. Enfin, j'ai découvert il y a quelques jours par rapport à ce problème. Sinon, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de championnat du monde de moins d'un mètre 49. Ce qui est incroyable, c'est que leur appel n'a pas été entendu. C'est ça qui est le plus triste dans l'histoire. Oui, je trouve ça effectivement incroyable. Pour finir, un anniversaire, celui de la sortie de l'album culte de Led Zeppelin 4, qui contenait le fameux Stairway to Heaven. On a du mal à le croire, hein, Valérie et Didier. Vous savez, c'était il y a 52 ans, Stairway to Heaven. Et je trouve que le morceau, il reste... Mais je comprends pas ce qui sort aujourd'hui. Non, on fête les 52 ans de l'album. C'est un anniversaire. Non, mais comme on a les Beatles qui ressortent. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Le morceau, à l'époque, il faisait 8 minutes. Absolument. Et Robert Plant qui est toujours aussi beau. Et Robert Plant qui est toujours aussi beau. On était amoureuse de lui. Il y a moins de 50 ans, évidemment. Pour les femmes, oui. Ah bah oui, ça j'aime. Oui, je préfère ça à la Starac. Ah bah demain, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous mettre. Parce que demain, je vais vous mettre celui qui va représenter la France à l'Eurovision. Oui, c'est Slimane. C'est Slimane qui a été annoncé. C'est bon, vous l'avez annoncé aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de le faire demain. Si, parce que ce soir à 20h va être révélé le titre. Super, on va l'entendre partout, donc c'est pas la peine. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant avec Didier Roustan pour parler foot et télé. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Didier Roustan, une légende du foot, une légende de la télé. C'est ce qu'on était en train de se dire. Vous publiez... une partie tu le disais, hein, moi c'est moi qui le dis. Non, une partie de vos mémoires, ça s'appelle Puzzle. Il y aura peut-être un Puzzle 2, parce que visiblement, il y a de la matière. Puzzle, expliquez-nous pourquoi Puzzle, expliquez aux auditeurs. Parce que quand il y avait un certain nombre d'éditeurs ces dernières années qui me sollicitaient en me disant, vous avez traversé plein d'époques, touché X générations, bon, ça serait bien d'écrire tout ça, de transmettre. Et chaque fois, je répondais poliment non, parce que je trouvais ça un peu prétentieux de parler de soi, sur la longueur d'un livre, quoi. Et puis, à un moment, une autre est venue. C'était peut-être le bon moment. J'ai descendu un peu mon pont-levis. Je lui ai dit, laisse-moi infuser. Dans 15 jours, on se revoit. Et je lui ai posé des conditions qu'il a acceptées. Et les conditions étaient les suivantes. OK, mais je ne suivrai pas une chronologie de 76 à 2023, tu vois. Et on va passer du coq à l'âne, les chapitres n'auront aucun rapport avec celui qui suivra, et ainsi de suite. Voilà, c'est un mélange de rencontres, de voyages, de couleurs, de réflexions, d'expériences, d'illusions, de désillusions, enfin tout ce qu'on veut. C'est une sorte de caverne d'Ali Baba, où on va trouver ici, je sais pas, moi, peut-être un pendentif doré, machin, une vieille espadrille un peu plus loin qui
qui a pas une apparence formidable, mais peut-être qu'en grattant, elle a un pouvoir magique. Voilà, je pense que c'était dans cet esprit. Pardon, juste, c'est très, je vous le disais, alors pour évidemment pas faire comme vous avez dit, vous avez commencé chronologiquement. Oui, évidemment, je suis plein de contradictions. Par votre arrivée à TF1, et c'est vrai, pareil, hors antenne, je vous disais, tout est très cinématographique, très visuel en fait. Et Gilles disait, on vous entend parler quand on lit le livre, mais ce sont des scènes extrêmement vif. C'est-à-dire que je suis un homme d'image. Quand j'ai découvert la télé, j'ai découvert aussi, sans prétention aucune, que j'avais le sens de l'image. J'ai fait beaucoup de documentaires. Il y a même des réalisateurs qui me disaient, tu devrais faire des films, quoi. Et j'ai gagné des prix ici et là en faisant des documentaires, sur des grands sportifs ou des grands sports un peu partout dans le monde. Et je crois effectivement que j'ai le sens de l'image. Je vais voir des choses que les gens, et avoir le sens du rythme aussi. Et finalement, c'est très juste ce que tu dis, Valérie. Chaque chapitre est une sorte de petit documentaire tableau, en soi, de tableau. Voilà, c'est comme on entre dans une galerie. Il y a 21 chapitres, 21 tableaux, et ils sont conçus peut-être comme un petit documentaire, de quelques minutes. Alors on va aller justement, puisque vous parlez de votre talent de raconter des choses et de documentaire. Moi, je vous ai retrouvé le documentaire que vous aviez fait, et il y a beaucoup de gens qui l'ont enregistré. C'est un documentaire culte pour plein de personnes. Oui. C'est le portrait de... Alors, je sais pas, ça peut être Joe Montana, Karim Abdul-Jabbar. Michel Platini. Ah, Michel Platini. C'est un de vos premiers documentaires, écoutez. D'accord. Je n'ai plus la force de revenir ce que j'étais à une époque. J'ai plus envie de souffrir. J'arrive plus à souffrir d'ailleurs. J'arrive plus suer. Je crois que c'est le moment d'arrêter. Platini est quasiment né avec un ballon le 21 juin 55 à Jeuf. C'est d'ailleurs à la S Jovicienne qu'il signera sa première licence en 66. Ensuite, il y a Nancy et la bande de copains, les Rouillet, Moutier, Rubio & Co. Nancy et les fameux mannequins en mousse. Le 3 mai 73, il dispute son premier match avec les pros. Après s'être distingué avec l'équipe de France olympique, c'est donc sous le maillot de Nancy qu'il fera ses premiers ravages. Ici, par exemple, il marque 4 des 7 buts en C1 au stade du Ré contre Nice. Nice qui se trouve pourtant en tête du championnat à ce stade de la saison. Toujours ces fameux ballons travaillés. Le pied gauche n'est pas mal non plus. Une maîtrise étonnante devant le but et surtout une clairvoyance et une technique hors du commun. On retrouve bien le ton de l'époque. On a l'impression d'être dans Stade 2 ou l'époque. Si aujourd'hui vous deviez faire un documentaire, ça serait sur qui ? Un documentaire, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de temps. Il y a des gens qui me sollicitent, et quelqu'un aussi qui était encore notamment dans le cinéma il y a un an qui insistait beaucoup. Je suis pas trop là-dedans. Sur qui ? Mais je pense que tout est intéressant. Et l'une des... Mbappé ? Non. Mbappé m'inspire pas. Il m'inspirera quand il sera peut-être un petit peu sur la descente, entre guillemets, peut-être un peu plus humain, moins métallique, quand il prendra... C'est un homme de son temps, quoi. Et je trouve que c'est très sympathique qu'il soit effectivement très intelligent, qu'il s'exprime très bien, mais je trouve qu'il dégage pas beaucoup de poésie, quoi. Ça transpire pas l'humain, quoi. Justement, il y a un côté robotisé dont je parle aussi dans l'évolution du foot, où le physique a pris de plus en plus d'importance. Et moi, j'aime les gens qui ont un petit peu des fêlures, quoi. C'est-à-dire qu'on est loin, effectivement, des Giresse, de toute cette époque, Rocheteau. Oui, il y avait une fraîcheur, une tendresse. C'est le foot business, non ? C'était une époque aussi. Il y a un auditeur qui dit, qu'est-ce qui a tué le foot, à votre avis ? C'est le fric ? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent, mais c'est aussi la société, parce que le football est en parallèle de la société, même si c'est cliché de le dire, il y a une formule qui dit qu'il est le reflet de la société. Et si vous avez une société qui est axé sur l'individualisme, sur l'argent, sur le paraître, le football, en parallèle, il sera de la même façon, alors que c'est un sport collectif. Il est moins intéressant, le foot, aujourd'hui. Je regarde au PSG, il y a plus de Français, pratiquement. Il y a que trois Français. Oui, moi, je le trouve moins intéressant parce qu'il dégage du vent. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Il y a des actions, et on a fait évoluer les règlements par rapport à ça, où ça va à 1000 à l'heure à droite, à 1000 à l'heure à gauche, à 1000 à l'heure à droite, à 1000 à gauche. Et
j'ai trouvé une image par rapport à cette évolution. Je dis qu'on est passé d'un football érotique à un football pornographique, si je peux me permettre. Avant, il y avait une préparation, il y avait une montée du désir, avant d'attendre un certain plaisir. Aujourd'hui, on rentre dans le truc. Voilà, beaucoup de questions de nos auditeurs. Votre avis sur le Qatar et son influence, sur l'Arabie Saoudite qui va vraisemblablement là aussi acheter la. Ils ont trouvé effectivement cette manière de parler d'eux, ce fameux soft power qui fait qu'ils ont toujours besoin d'avoir une bonne image parce qu'elle est un peu compliquée pour les raisons que l'on sait. Ça nuit au foot, non ? Pardon ? Ça nuit au foot, ça nuit au jeu. Oui, quelque part, leur puissance financière fait un petit peu de mal parce que malgré tout, c'est l'argent qui fait la différence dans le football. Est-ce que les médias sont pas complices? Parce que quand on écoute la radio, on regarde des émissions un peu spécialisées, on parle que du PSG et que de Marseille et les autres villes, Monaco ou il y a une complicité des médias, Lyon, mais on parle presque pas mais elle est liée aussi à l'audience. L'audience qui avait qui avait peu d'importance à l'époque où j'étais à TF1 pendant les 13 ans, qui arrivait avec les gens de chez Bouygues en 87 par exemple et la privatisation. C'est pour ça que je dis le reflet. Parce que le fond du problème, c'est que le PSG intéresse beaucoup plus de monde au niveau des téléspectateurs, auditeurs, etc., que Clermont-Ferrand ou même Nantes ou Monaco, qui sont pourtant des grands noms de football. Et le spectateur, téléspectateur, auditeur, il a besoin maintenant d'histoires qui sentent un peu le soufre, en dehors du football. Les journalistes peuvent aller les chercher, il doit y avoir des histoires à Monaco ou dans ces équipes-là. Oui, mais les histoires, des belles histoires intéressent moins les gens, c'est triste, mais c'est comme ça fait moins vendre. Donc les audiences sont moins bonnes, donc à un moment, vous savez comment c'est calculé, minute par minute, c'est imparable. Donc ça va très vite. On a notre part de responsabilité, bien évidemment. Vous évoquez dans le chapitre sur Bernard Tapie l'influence qu'avait Téléfoot à l'époque et le coup de fil qui vous a passé furax après un match en vous accusant d'avoir influencé l'arbitre d'une certaine manière. Bien sûr. C'est assez incroyable. Tapie avait besoin d'avoir dans la main le patron de Téléfoot. C'était mon poste à l'époque, j'étais le patron de cette émission-là, puisqu'elle était incontournable. Donc il m'a toujours fait des grands numéros de séduction. C'est quelqu'un qui peut être tout à fait charmant. J'ai toujours fait en sorte de garder une distance, parce que même si j'étais très jeune, je le voyais venir quand même. Et Papin s'écroulait souvent dans la surface de réparation, avant-centre, donc, et influençait les arbitres. Et 2 fois sur 3, il n'y avait pas faute. Et les arbitres qui craignaient aussi Tapie, etc. Et moi, je dénonçais ça dans Téléfoot. Et dans un match un peu capital pour se qualifier pour la Coupe d'Europe au Havre, il se trouve que Papin tombe 2 fois, mais l'arbitre ne siffle pas. C'est l'histoire de Pierrot qui dit toujours au loup, et puis à un moment, on n'y croit plus, mais merde, le loup est arrivé. Et moi, j'étais dans un endroit improbable à Cognac-G, parce que j'avais besoin d'être concentré sur l'écriture de quelque chose. Je connaissais même pas cet endroit, alors que je connaissais tout par cœur. Et je me suis mis là, et à un moment, le téléphone sonne. J'ai dit, mais je n'avais même pas remarqué qu'il y a un téléphone. Je réponds, et Tapie, qui hurle avec des mots d'oiseaux et tout, parce qu'il faisait pas dans la dentelle. Voilà, t'es content, t'es machin, Roustan, tu nous fais chier, machin, il y avait tes pénaltys, mais avec tes conneries, Bon, comme j'ai le sang chaud, que je suis d'origine antillaise et que j'étais dans mon bon droit, donc ça a été, ça volait pas très haut, jusqu'à ce que je lui raccroche à la figure. Mais ça te secoue quand même, c'est Tapie, et ça veut dire qu'au prochain commentaire, si Papin tombe, lui, il avait toujours un coup d'avance, quelque part. Donc voilà, j'explique un peu comment ça se passe et les relations, relations avec lui. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant et on continue à reconstituer le puzzle avec Didier Roustan. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec notre invité aujourd'hui, Didier Roustan, légende de la télévision, du football, Téléfoot, Stade 2, les commentaires de matchs, et puis ce livre Puzzle, qui est un livre qui va régaler les amateurs de foot. Et
et également d'histoire de la télévision, parce que c'est ce qui vous mêlez les deux. Je crois ce que vous m'avez dit pendant la pub, que quelqu'un vous avait appelé en vous disant tu as mélangé en fait le foot et la commedia dell'arte, la comédie de la vie. Voilà, c'est un théâtre de la vie et du football et de la télévision. 47 ans de télévision, ça vous marque quand même. Ça reste mon métier. C'est devenu une passion, pas un besoin dans l'esprit de se montrer ou des choses comme ça, parce qu'il y a différents métiers dans le métier de la télévision. J'y ai touché à tous. Mais pas vraiment, parce que c'est quand on voit Roger Zabel, Gérard Rolls, Gilles Hardy, Pascal Praud, Gilles Verdez, ils ont été dans autre chose, dans le divertissement. Zabel a été sur la 5, présenter du divertissement, etc. Vous, on vous a jamais proposé un divertissement? Si, on m'en a proposé, et je pense être la seule personne au monde à avoir dire non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon truc. Marie-France Brière, un jour, début juillet 1984, après la victoire de l'équipe de France à l'Euro 84, Marie-France Brière était la patronne des unités divertissement TF1 et tout. Et elle m'appelle le lendemain, je faisais les dimanches après-midi avec une personne qui s'appelle Jean-Loup Lafont d'Europe 1, qui était très connu à l'époque et tout, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, un peu cher. Et on faisait sport et musique pendant 4 heures le dimanche après-midi. Elle a vu la première émission, moi elle me connaissait pas. Elle m'a appelé le lundi, le lendemain. Je veux vous voir, la coupole, machin, un truc, immédiatement, machin, un truc. Je disais, je dis à Bernard Giraud, discrètement, j'ai dit, mais qui est Marie-France Brière? Je sais même pas, mais tu es fou, c'est la reine de... Bon, vas-y, truc. Bon, moi j'y vais par politesse, je la vois, c'est une petite bombe électrique, très sympa. Après, voilà, j'ai appris à la découvrir. J'adore Marie-France. Et elle me dit, voilà, vous savez que Denisot est parti donc sur Canal+, il présentait avant 7 sur 7, Anne Sinclair, une émission de variété, on garde le créneau, mais on a prévu quelqu'un pour la faire, et en fait c'est vous que je veux, parce que j'ai compris hier en voyant cette émission, en vous découvrant, c'est vous l'homme de la situation. Mais je dis, mais madame, c'est pas mon truc ça, moi je m'en fous, je veux pas. Elle me dit non, je veux que ce soit vous. Non, je dis, moi je veux pas, c'est le foot, etc. et tout. Et elle me dit, bon allez, je vous donne une semaine, le temps que ça fasse son chemin, tout ça. Moi, tous mes copains, je jouais dans une équipe de foot où il y avait des gens du showbiz, des journalistes, des trucs. Il me dit, mais Didier, tu es fou. Le présentateur là, qu'elle pense, il doit déjà lui envoyer 23 bouquets de fleurs, n'importe qui à ta place dirait oui. Et ben j'ai dit non. Et après elle est partie sur la 5 et je l'ai revue par hasard pas loin du pont de l'Alma. Moi j'étais en béquille parce que je m'étais cassé le genou au football, tout ça, et une Mercedes qui arrive et quelqu'un qui sort comme un obus, Didier machin, viens faire de la variété avec moi sur la 5. Voilà, c'est un choix de ma part. Je peux vous dire, parce que j'ai travaillé avec Marie-France Brière, à un moment vous avez été évoqué pour quand Patrice Laffont a décidé d'arrêter Fort Boyard, votre nom était sur la shortlist pour faire Fort Boyard. Elle faisait une fixation sur moi, elle trouvait que j'avais des aptitudes pour ça, mais moi je lui disais, je veux parler de choses qui me plaisent. Et en plus je lui disais, ton émission de variété, alors je la vous voyais à l'époque, votre émission de variété, moi, c'est pas ma musique, les chanteurs que je vais inviter, machin. Si elle m'avait dit, on parlait de Led Zeppelin, on va inviter Robert Plant, tu vois... Oui, parce que votre autre passion, c'est la musique, donc... Ouais, mais moi j'étais plutôt rock, tout ça. Mais elle était baline, on les invitera aussi, tout ça. Vous remplacerez jamais Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste. Non, c'est pas mon truc. Cyril Hanouna, quand il est passé, il était sur la 4 avant, je crois. Voilà. Et il est arrivé donc sur c'est quoi, c'est 8. Sur C8. Voilà. Il m'a téléphoné. Mais bien sûr, j'étais porte Saint-Cloud. Je me souviens très bien, aux 3 obus, enfin une brasserie, là, machin, truc. Et Cyril, c'est Didier, Didier. Voilà, on fait l'émission là. Tu vois, tu connais. Moi, je connaissais un peu. Je voyais un peu de rediffusion de la 4, tout ça. Et on aimerait que tu sois là. J'aimerais t'avoir. Et je dis gentiment, non, ça m'intéresse pas, parce que je me vois encore mal. Parler de la télé et parler de mes confrères et les juger, j'ai horreur de ça, et je me suis fait toujours, tu vois, un point d'honneur à pas le faire. Après, chacun est libre. Marie-France Brière, vous avez repéré, en revanche... El Kabbach, patron de France Télévisions. Ah non, El Kabbach, le foot, c'est pas son truc. Ouais, il y a un chapitre là-dessus. Vous êtes avec Cantona qui doit signer son contrat son contrat pour qu'on commente tous les deux en Coupe du Monde 94 quelques semaines plus tard. Et Canto me dit, bon, viens avec moi, Didier, à la présidence, machin, je vais pas y aller seul. Bon, si tu veux. On est là dans le hall, il y a une sorte de banquette, on l'attend tous les deux. El Kabbach sort à un moment, dit bonjour à Eric Cantona, et puis
il se tourne vers moi, il me dit bonjour monsieur. Et puis il dit Eric, justement, on est en train de faire préparer votre contrat, il retourne là-bas, je reviens dans 2 minutes. Et Eric me dit, mais pourquoi il t'appelle monsieur? Et ben j'ai dit, je pense qu'il sait pas qui je suis. Il me dit, non, c'est pas possible. Et ben j'ai dit, oui. Et de fil en aiguille, il revient avec le contrat, va dans son bureau, il dit, Eric, vous pouvez venir. Et Eric dit, Didier peut venir aussi? Et il dit, ah, votre ami? Oui, bien sûr. Il me prenait pour l'ami de Cantona. Et il connaissait pas ce Didier. Mais quand j'arrive dans son bureau, il y a Jean Réveillon, patron des sports, qui me tombe dans les bras. Il y a Patrick Clément, numéro 2, qui me tombe dans les bras. Et moi, je vois, El Kabbach, parce que je me dis, panique à bord. Il doit se dire, mais tout le monde connaît l'ami de Cantona et pas moi, j'ai l'air con. Il y a des photographes. Et ils se mettent tous sur une autre banquette, donc Jean Réveillon, El Kabbach, Clément, et les photographes disent, mais Didier, mets-toi aussi sur la banquette, vas-y. Et moi, je suis pas photo, je dis, ah, bah, Didier, vas-y. Et là, El Kabbach, je dis, mais putain, l'ami de Cantona et les photographes, qu'est-ce qu'il va foutre là? Il va être sur la banquette et tout. Et j'explique dans le livre comment, d'une manière habile, il va sauver l'affaire et donner l'impression qu'il me connaissait depuis le début. Didier, et en me disant, Didier, on va faire du bon boulot ensemble avec Eric, vous allez faire un duo super. Mais oui, monsieur El Kabbach, il y a pas de problème. Pour revenir au foot, rencontre Maradona-Cantona. Ah, ça c'est la rencontre du siècle, c'est la rencontre sublime entre, je sais pas, entre Picasso et Rubens. Pour vous, c'est les deux entre Eric Clapton et Jimmy Page. Enfin, de par leur personnalité, et Eric est quelqu'un, bon, je le connais de manière intime, je suis peut-être pas toujours objectif, mais d'exceptionnel dans son genre. Il y a pas de deux Eric Cantona, au-delà d'avoir été un très grand footballeur. Et Maradona, alors là, c'est puissance 10, et comme footballeur, on le sait, mais aussi comme personnalité, avec, quand je disais, je suis touché par des gens qui ont des failles, et lui, il en avait des énormes, mais par la force des choses, parce que il sort d'un bidonville, Villa Fiorito, il devient l'homme le plus important d'Argentine, mais aussi du monde, parce que le football, mais du monde. Il est encore partout. C'est terrible, et c'est quelqu'un qui... Alors, il a plus une intelligence intuitive, mais c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de formidable, mais qui des fois arrive avec ses gros sabots, qui était encore sous l'emprise de la drogue. Enfin, bon, j'explique un peu tout ça là-dedans. Et forcément, la rencontre, il y a quelque chose qui se passe, et j'essaie de l'expliquer le mieux possible, mais il fallait y être. Et vous avez un maillot, vous avez plusieurs maillots qui a appartenu à Maradona. Ouais. Est-ce que ça a une valeur ou pas? Oui, moi, ça a une valeur sentimentale, donc je ne les vendrai jamais. Mais si je les vends, évidemment, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Ah, voilà. Ouais. Je me suis posé la question. Ouais. Alors, je vous ai ressorti un petit extrait incroyable. Est-ce que vous vous souvenez du clash avec Jean-Michel Aulas, le patron à l'époque de l'Olympique Lyonnais? Et moi, je suis sur la chaîne L'Équipe. Ouais. Et après, il ne sait plus comment sortir, il me raccroche, il raccroche au nez. Oui, je m'en souviens, c'était récent. Écoutez. Dans L'Équipe du soir, oui. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer 18 et 22 buts, ça ne veut plus rien dire dans notre championnat de Ligue 1. Un grand joueur, c'est au-dessus de Traoré, Mariano. Non, mais les chiffres sont là pour le prouver, si vous voulez. J'ai un peu plus d'expérience que vous pour pouvoir juger ce genre de choses. C'est toujours ça, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Vous n'en avez pas forcément. Moi, je suis dans le football de haut niveau depuis 40 ans. Donc, vous n'étiez pas encore président. Vous voyez, j'ai commencé dans le football de haut niveau, toute proportion gardée. Moi, dans mon rôle. Donc, vous sortez ça toujours à tout le monde. Mais vous avez commencé en 88. Vous connaissiez pas le football. Moi, je suis né avec le football et j'ai commencé professionnellement en 76. Donc, ça fait 12 ans avant. Donc, votre histoire, si vous voulez, vous n'avez pas votre expérience ou quoi, pas à moi. Voilà. Donc, je posais juste une question. Voilà. Je pense qu'il a... Jean-Michel, je pense que Jean-Michel, oui. C'est-à-dire que lui, tu peux pas le couper, mais si toi, tu le coupes, le truc, ça va. Il est parti. Oui, j'ai entendu un bloc. Bloc, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux pas discuter, Vous avez que c'est de dire que vous connaissez rien au foot. Oui. Non, mais je pense qu'il faut pas se laisser faire, quoi. Il faut, voilà, le gars sous prétexte qu'il est Jean-Michel Aulas et il me sort, j'ai plus d'expérience. Alors pour signer un contrat professionnel ou dans certains domaines de présidence, bien évidemment, il a plus d'expérience. Mais moi, je parlais football là-dessus par rapport à des joueurs qui marquaient des buts et tout. Et voilà, le souci, c'est que les gens, je trouve, souvent sont vite soumis, quoi. Et après, ces gens-là, ils t'écrasent.
En tout cas, c'est une longévité assez incroyable dans le monde de la télé. Tous les sujets qu'on n'a pas abordés, la prochaine Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, la violence des supporters. Il y a plein de choses, mais il y a surtout énormément de choses dans ce livre. Puzzle, Didier Roustan, c'est chez Marabout. Je suis très bien ici, moi, si vous me réinvitez. On était ravis, donc c'est à la fois la carrière d'un journaliste avec les voyages, on n'a pas eu le temps d'évoquer tous les voyages. C'est un parcours. C'est un parcours, et puis d'approcher de près ceux qui ont fait le football pendant 40 ans. Merci à vous Didier Roustan, nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Merci. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai.